Bonjour à tous et bienvenue à cette première édition d'information de la journée. La page de ce journal matinal s'ouvre avec la politique en Côte d'Ivoire. Un groupe d'experts mis en place par le président Alassane Ouattara évoque les points forts de la nouvelle constitution que l'opposition dénonce comme étant antidémocratique. Léa Tam. Un gouvernement qui met fin à l'ivoirité pour éviter l'exclusion. Voici ce que propose la nouvelle constitution ivoirienne, mise en place par le numéro 1 de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Lorsque vous avez la nationalité ivoirienne, vous êtes ivoirien. Oui, ils sont ivoiriens. Je le dis parce que quand il y a eu des histoires d'ivoirité, il y a des gens qui ont dit que mais celui-là, c'est hier même il est venu de la Guinée. Il dit qu'il est ivoirien. On dit non, le monsieur là il est ivoirien. Il dit mais attends. Moi, je l'ai vu venir de la Guinée. Cependant, cette nouvelle constitution est remise en question par l'opposition, qui la qualifie d'antidémocratique et suscite aussi l'incompréhension chez certains députés qui disent ne pas être favorables à certains textes de cette nouvelle constitution. Mais les membres du gouvernement, par ce nouveau projet de loi, se disent se rapprocher vers une cohésion sociale et économique. Moi, je crois qu'il faut vraiment qu'on aille dans le sens de rapprocher les Ivoiriens, qu'on se reconnaisse tous dans cette constitution, plutôt que de chercher à mettre des articles qu'on pourrait utiliser pour empêcher. On a fait trop de juridisme pour empêcher les autres. Et en définitive, qu'est-ce que ça donnait? Rien du tout. Rappelons que le chef de l'État, Alassane Ouattara, est arrivé au pouvoir en 2011, alors que le pays était en pleine déstructuration. Et ses priorités étaient par conséquent de ramener la paix en Côte d'Ivoire et travailler à remettre la Côte d'Ivoire sur la voie du développement. Rien à voir avec ce qui précède et nous revenons cette fois au Gabon pour aborder le volet social. Le vice-premier ministre, ministre de l'urbanisme, de l'habitat social et du logement du Gabon, Bruno Ben Moubamba, s'est rendu dans le quartier Kingélé afin d'aller adresser ses condoléances à la famille d'un jeune compatriote qui a été brûlé à son domicile. Une visite qui a permis au ministre de tirer sur la sonnette d'alarme. Roland Jaco sur les images d'Alexinia. C'est avec amertume que le vice-premier ministre a tenu à rappeler la raison de sa présence un dimanche matin dans le 3e arrondissement de la capitale Libreville. Je suis ici parce qu'un jeune homme, Éric Massandé, est mort seul dans la nuit, brûlé dans ce qu'on appelle un MAPAN, un bidonville, les quartiers sous-intégrés. Dans son propos adressé à la famille, en sa qualité de ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat social et du Logement, Bruno Ben Moubamba a pris un engagement ferme à l'endroit de tous les Gabonais. Je prends l'engagement afin qu'il y ait les milliers de logements que les Gabonaises et les Gabonais attendent depuis trop longtemps. Accompagné du général du MAPAN, le ministre a dans la même foulée annoncé un nouvel ordre urbanistique dans tout le Gabon. J'annonce ici où est mort Éric Massandé. Écoutez-moi bien, un nouvel ordre urbanistique et social à venir au Gabon. Il a également rappelé l'importance et le challenge qu'il attend depuis sa prise de fonction au sein du gouvernement gabonais. Le symbole du malheur et du bonheur des Gabonais, c'est le logement. Les gens vivent dans des conditions qui ne sont pas dignes au XXIe siècle, dans notre pays, le Gabon. Le vice-premier ministre a tenu à interpeller la population sur les mesures qui seront prises pour urbaniser le pays, tout en leur demandant de ne pas s'y opposer à celles-ci pour le bien de tous ceux qui habitent des zones dites MAPAN. Économie à présent, en Tanzanie, Mohamed Djidji, âgé de 40 ans, est le plus jeune milliardaire africain. D'après le magazine américain Forbes, ce jeune Africain est un leader économique de demain. Suivez ce portrait de Patricia Mouelé. Le magazine américain Forbes vient de le classer comme étant le plus jeune milliardaire africain. Lui, c'est le Tanzanien Mohamed Djidji, né le 8 mai 1975 à Ipembe en Tanzanie. Issu d'une famille d'origine indienne venue s'installer dans ce pays d'Afrique de l'Est, il a 4 frères et sœurs. Mohamed est le deuxième de la fratrie. Son père est le chef de l'entreprise familiale spécialisée en import-export. Mohamed Djidji a fait ses études jusqu'au collège dans son pays avant d'être envoyé par ses parents en 1992 aux États-Unis où il obtiendra une licence en 1998 en commerce international et finance. De retour des États-Unis, en 1999,
Mohamed Djoudi prend en charge le département financier de la compagnie familiale. 2 ans après, il devient président-directeur général de la société avec la ferme intention de la faire évoluer en une compagnie internationale. Devenue un conglomérat, la compagnie compte plus de 25 sociétés dans des secteurs très diversifiés et une trentaine d'usines textiles et de biens de consommation courante tels que des huiles de cuisine ou des savons. La compagnie s'est développée dans 11 pays, principalement en Afrique, et emploie 24 000 personnes. Notons que Mohamed Djoudi est entré dans le cercle des milliardaires en 2015. Il a obtenu plusieurs prix et récompenses. Il révèle aujourd'hui son ambition de conquérir toute l'Afrique et de créer près de 100 000 emplois d'ici 2020. Un exemple à suivre pour d'autres jeunes Africains ambitieux. Et une note sécuritaire dans ce journal, le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Doucet, estime que l'Afrique doit travailler de manière collégiale et se doter d'un véritable financement pour combattre efficacement la piraterie ou la pêche illégale. Plus de précisions avec Léa Tsam. À quelques jours du début du sommet de l'Union africaine, consacré aux questions liées à la sécurité maritime en Afrique, l'un des représentants du pays hôte de ce sommet a estimé que l'Afrique devrait travailler de manière collégiale et se doter d'un véritable financement afin de lutter contre la piraterie ou la pêche illégale. 92% au moins des marchandises arrivent sur le continent africain par les mers. C'est déjà important. Donc, et nous avions au total 33 pays africains qui ont une façade maritime, y compris les petites îles. Donc quand vous voyez l'ensemble de ces pays, nous sommes 54 pays au sein de l'Union africaine. Et si vous avez déjà plus de la moitié de ces pays qui ont une façade maritime, je crois qu'il est important de prendre en conscience des enjeux liés à la sûreté et la sécurité maritime. Vous prenez les centres de coordination, d'information et de coordination qui sont nés après le sommet de Yaoundé qu'on appelle les CIC. Ces centres aujourd'hui ne sont pas dotés de moyens. Ces centres ne fonctionnent pas bien parce qu'il n'y a pas de moyens financiers. Alors que l'Afrique est de plus en plus victime de pillage de ses ressources maritimes, les pays entendent réévaluer l'efficacité des moyens juridiques, financiers et opérationnels qui peuvent permettre à l'Afrique de renforcer la sécurité maritime, qui est un outil de développement. Et de la culture pour la suite de ce journal. D'abord en Ouganda, un policier a troqué sa matraque pour un micro et chante dans le but de redorer le blason des forces de l'ordre, largement décriées pour leur corruption et leur répression sans merci de l'opposition. Les détails avec Roland Djako. Membre du département musique, danse et théâtre de la police ougandaise, Samuel Ojobira chante en anglais et en luganda dans une vidéo racontant comment des policiers lourdement armés sauvent une fillette des griffes d'un kidnappeur. Quand on chante, tout le monde a de l'énergie et on danse selon le style actuel que tout le monde adore. On est en forme physiquement, vous savez, donc ça attire vraiment les jeunes et ce sont eux que nous ciblons le plus parce que ce sont les leaders de demain, ce sont les jeunes qui seront en charge de l'avenir. Pour l'artiste, chanter change l'image de la police aux yeux de la population. La musique a effacé l'image qu'ils avaient de la police. Ils la voient désormais différemment. Parce que tout le monde se dit « Ouais, on croyait que la police ne s'intéressait qu'au gaz lacrymogène, que la police ne s'intéressait qu'aux matraques et ce genre de trucs. » Mais maintenant, ils voient que la police est avec eux et sur le plan musical. Et je vous assure qu'à chaque fois qu'on se produit, ils sont super heureux et nous encouragent. La mission de la police est de rassembler les Ougandais et cette chanson, selon Samuel Ojobira, rapproche les forces de l'ordre de la population. Vous ne faites pas forcément attention quand vous parlez, mais quand vous chantez, quelqu'un écoute et entend le message. Donc je pense que c'est une approche qui réduit l'écart entre la police et le public. Loin d'être découragé, Ojobira a déjà d'autres projets. Il souhaite collaborer avec des officiers et artistes au Kenya et en Tanzanie dans le cadre d'une initiative est-africaine pour sensibiliser sur la lutte contre le terrorisme. L'Éthiopie a lancé sa Fashion Week dans l'optique de valoriser le talent des mannequins du pays. À travers cet événement, les chercheurs de talent espèrent dénicher de nouveaux visages de la mode africaine hors du continent. Retrouvons une fois de plus Roland Djako. Selon les organisateurs de la Semaine de la mode en Éthiopie, les mannequins africains vont compter de plus en plus sur la scène internationale.
Tout le monde cherche celle qui sera le nouveau visage et l'Afrique fait désormais partie du paysage de la mode, pas seulement en termes de design, mais aussi en termes de beauté. Les mannequins africains commencent à apparaître sur le marché international, peut-être davantage à New York et à Londres, mais aussi de façon plus progressive à Paris et Milan. Pour Ingrid Tambourin, la présence de plusieurs chercheurs de talent se fera de plus en plus ressentir dans les années à venir. Je pense que de plus en plus de gens vont venir. Cette année, c'est moi que vous voyez, mais l'année prochaine, il y aura beaucoup de gens comme moi. Donc, c'est une question de chance et d'arriver le premier sur un nouveau marché. En plus de valoriser le talent des mannequins du pays, l'objectif de cette Fashion Week est de faire la promotion des marques 100% éthiopiennes. C'est une façon de faire la promotion des marques à l'international, de les faire voir à l'étranger, par exemple un Mafi ou un Katangulu ou un Picre. Toutes ces différentes marques, nous voudrions les voir produites en masse pour le marché international. Une opportunité à saisir pour les mannequins qui aspirent aux scènes internationales. Pour être un mannequin reconnu, j'espère devenir un mannequin reconnu qui représente bien l'Éthiopie. Cette première de la Fashion Week éthiopienne est saluée par les créateurs et les mannequins qui croient en l'éclosion de la mode de ce pays hors du continent africain. Et restons dans le même contexte, le Ghana a fait de même à Accra, offrant une plateforme aux créateurs de la région pour présenter leurs dernières pièces. Le défilé offert par plusieurs mannequins a séduit plus d'un de par l'originalité des créations. Roland Diakou. Placé sous le thème « Célébrer la mode africaine », l'événement sert de plaque tournante à certains créateurs de mode des plus remarquables à travers le continent africain, ainsi que ceux qui ont l'intention d'entrer dans le marché de la mode ou se faire connaître davantage, comme la créatrice ivoirienne Liliane Estevenard, venue exclusivement pour ce show. La production, je travaille beaucoup le pagne, le jean, la jute, le cuir. Et je travaille beaucoup de matières pour faire plaisir à beaucoup de gens, pour plaire à tout le monde, pour avoir différents clients. Ça fait 2 ans que ça prend bien, que beaucoup de gens connaissent mes produits. C'est pour ça que je suis venue au Ghana, justement, pour me faire connaître dans la sous-région. Le défilé qui se déroule au centre Trade Fair se concentre d'abord sur les structures d'entreprises telles que le marketing, les acheteurs, la distribution, la fabrication et plus encore. Ces 4 jours consacrés à la mode sont une opportunité pour certains jeunes de s'inspirer des professionnels. J'ai eu beaucoup d'impact. De nombreux jeunes s'inspirent de mon travail et suivent mes créations, la tendance. Ils essaient de s'approprier tout ce qu'on sort, ce qui veut dire que c'est la tendance de l'année et beaucoup de gens s'inspirent de nous. Plusieurs autres pays comme le Malawi, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, l'Ouganda, le Royaume-Uni, le Brésil et la France prennent part à cet événement qui, pour les organisateurs, doit devenir une vraie représentation de la mode africaine, la culture et le talent. Nous ouvrons à présent la page sportive dans ce journal et c'est au Gabon. Le gymnase du Prytanée militaire de Libreville vient de lancer ses activités sportives pour la saison 2016-2017. Les caractères convivial et le sérieux de cet espace sportif étaient bien au rendez-vous. Armel Djoebogo et Mohamed Dina étaient sur place. Baptisé complexe Dominique Boukopo en hommage à un sergent des forces armées gabonaises à la retraite depuis 2002 et qui a glané plusieurs médailles en athlétisme, dont une en or aux Jeux de la francophonie, le gymnase du Prytanée militaire de Libreville, plateforme de la quasi-totalité des compétitions nationales du Gabon, tous les sports confondus, a démarré ses activités ce samedi 8 octobre 2016. Pour l'instant, on vient de commencer. On va reprendre nos activités qui sont composées de la musculation, fitness, natation et d'autres sports collectifs comme le basket, le volley, le handball. Même il y a les arts martiaux comme le taekwondo et le kwankido actuellement et le judo qui se pratiquent. Inauguré en 2011 par le président Ali Bongo Ondimba, après le lancement de sa construction en 2004, le gymnase du Prytanée militaire est un véritable espace de maintien de la santé. Même il y a des gens qui viennent uniquement pour leurs conditions physiques sans utiliser les ateliers. Donc on est toujours à leur disposition, ils doivent avoir une relation avec le sport. Ils ne doivent pas quand même négliger leur santé, parce que la santé, c'est un cas qu'on arrive à toujours améliorer pour être toujours en bonne condition physique. Comment dirais-je, le sport, c'est un médecin invisible.
À l'exemple du stretching, plusieurs disciplines sportives sont pratiquées au sein du dit gymnase qui accueille des adhérents civils et militaires de tout âge et de tout sexe tous les jours de l'année. Et restons dans le même cadre, au nombre des sports pratiqués au gymnase britannique militaire, il y a les arts martiaux et plus particulièrement le taekwondo. Retrouvons de nouveau Armel Djoebogo et Mohamed Dina. Au club Hansong Academy, la multiplication des formes de pratique du taekwondo permet à tous les enfants de trouver la voie et de s'épanouir, quel que soit le niveau, l'âge, l'envie et les besoins. Une joie pour les parents. Ma motivation ici, c'est que ce club prend en charge non seulement l'épanouissement physique et moral des enfants, mais aussi leur épanouissement intellectuel. Parce qu'ici, au Hansong Taekwondo Club, le club prend en charge les enfants en difficulté scolaire. Donc vous avez ici les cours, les enfants sont suivis dans différentes matières telles que l'anglais, le français, mathématiques, sciences physiques et autres. Donc vraiment c'est l'idéal quoi. Le taekwondo, un art martial coréen dont toutes les actions sont basées sur l'esprit défensif, le combat, la technique et la self-défense, contribue au développement harmonieux de la coordination motrice de l'enfant, de sa maîtrise, du schéma corporel et de son émotivité. Par une pratique régulière, les élèves du taekwondo du club Hansong Academy acquièrent de l'assurance, source de l'épanouissement physique et mental. Il faut noter que le taekwondo favorise l'éveil de l'enfant, bénéfique pour son équilibre personnel, familial et scolaire. En somme, la pratique du taekwondo dans un environnement contrôlé et régi par des règles comme au club Hansong Academy améliore les facultés de concentration et réduit l'agressivité chez les enfants. Hors de nos frontières, l'Agence mondiale antidopage sort main blanche après le scandale de dopage de la Russie. Le Comité international olympique a choisi de la renforcer en exigeant la création d'une entité indépendante chargée des contrôles. Le reportage est d'Armel Djoebogo. Le risque était bien réel pour l'Agence mondiale antidopage. Le message formulé ce samedi 8 octobre 2016 par les responsables du sport mondial réunis en sommet olympique à Lausanne en Suisse est formel. Plus d'indépendance et de crédibilité pour les contrôles antidopage. Cette déclaration au sommet olympique est un engagement clair de la part de tout le mouvement olympique pour une lutte plus indépendante et plus harmonisée contre le dopage par une organisation antidopage renforcée. Désormais, les tests antidopage seront effectués par une entité sous surveillance de l'agence. Une décision du CIO qui souhaite que les fédérations n'y soient pas impliquées. Avec ça, l'Agence mondiale antidopage aura plus d'autorité sur les agences nationales antidopage. Elle pourra superviser et gérer les programmes antidopage mondiaux de façon bien plus efficace et sera renforcée par une unité qui serait en charge du renseignement et de l'investigation, utilisant la synergie entre l'unité de test et cette unité d'investigation. Une idée favorablement accueillie car Thomas Bach l'avait déjà annoncé il y a un an. Mais le scandale du dopage de la Russie et la manipulation des échantillons lors des Jeux olympiques d'hiver de Sochi en 2014 avaient fait mouche avec l'agence qui était dans le viseur du CIO. Cette structure propose que le tribunal arbitral du sport soit le seul habilité à sanctionner en cas d'infraction, responsabilité qui incombait autrefois aux fédérations nationales et internationales. Soulignons que ce sommet réunissait l'état-major du CIO ainsi que les présidents des principales fédérations sportives mondiales, dont celui de l'athlétisme Sébastien Coe et celui du football Gianni Infantino. Place à présent au supplément d'hier soir. Dans le cadre du 77 News, Carnot Atombengue et son équipe ont principalement parlé du fait politique de la Côte d'Ivoire, un dossier brûlant pour ce pays. Analyse et décryptage dans un instant. Les partis politiques membres de l'Alliance des forces démocratiques menée par Pascal Affi-N'Guessan ont organisé hier samedi une marche de protestation pour dire non à la nouvelle constitution, initialement prévue le mercredi 5 octobre, date de la présentation du projet. Cette marche avait été reportée après une rencontre entre le président du Front populaire ivoirien et le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. Alors Armel Djoebogo, cette marche, elle s'est bien tenue. Oui, Carnot, cette marche s'est bel et bien
tenue hier. Derrière des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Non à la constitution de Ouattara », les partisans de l'AFD ont tenu à crier leur désaccord au projet de la nouvelle constitution souhaitée par le chef de l'État ivoirien. Pascal Affi N'Guessan est arrivé vers midi et a immédiatement pris la tête d'une marche dans les environs de la place des Martyrs. En réalité, le leader de l'opposition espère que cette manifestation et d'autres à venir conduiront au retrait pur et simple de ce projet de constitution. Pascal Affi N'Guessan ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Le patron du FPI a en effet tenu à rappeler aux militants que l'enjeu de cette lutte est la souveraineté du pays. Mieux, il juge que, et je le cite d'ailleurs, la dictature d'Alassane Ouattara est flagrante. C'est d'ailleurs le point de vue de l'ensemble des membres de l'AFD. Son porte-parole a déploré le fait qu'au XXIe siècle, on conçoit encore une constitution dans les bureaux pour l'imposer à une assemblée nationale et au peuple. Outre l'AFD, le collectif de l'opposition démocratique, le CODE, lui aussi, a affirmé son opposition à l'avant-projet de la nouvelle constitution ivoirienne, appelant les électeurs à voter non lors du référendum prévu le 30 octobre prochain. Bamba Morifié, son porte-parole, affirmait dans une déclaration télévisée que nous avons déjà eu l'occasion de vous exprimer notre opposition à ce projet de constitution tant que le plan de la procédure de sa mise en œuvre que du fond. Nous reprochons le contenu. Le président Ouattara propose un régime tricéphale, il faut le noter, avec un ticket président de la République, vice-président d'une part et premier ministre d'autre part. Nous lançons un appel au peuple ivoirien pour aller voter non à cette constitution. C'est vous dire combien les avis sont partagés sur cette question en Côte d'Ivoire. Absolument, les avis sont partagés sur la question de cette nouvelle constitution en Côte d'Ivoire. Judith Koindo, quelles sont les questions essentiellement posées par ce projet de constitution? Oui, Carnot, plusieurs questions sont soulevées par rapport à ce projet de constitution et les interprétations des uns et des autres vont bon train. Par exemple, les non-nationaux ne seront plus propriétaires de terres dans le domaine rural. Cette disposition inscrite dans l'avant-projet de constitution et les Ivoiriens sont plutôt interrogatifs sur le sens à donner à cette loi. Et pour les rassurer, le président du comité des experts, Ouraga Obrou, l'a signalé ce samedi à la presse au cours d'une rencontre en présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice, en disant que ce n'est pas parce que nous accueillons que nous allons nous dépouiller de nos biens les plus précieux. Les non-nationaux peuvent louer les terres, ils ne sont pas juridiquement propriétaires. Mais cependant, il a précisé qu'elle ne s'appliquera pas aux non-nationaux et qui ont déjà acheté des terres dans le domaine rural, la loi n'étant pas rétroactive. Le professeur Ouraga Obrou invite donc ses compatriotes à ne pas s'attaquer à ces personnes qui ont légalement acquis leurs terrains ruraux. Le projet de constitution de la Troisième République ivoirienne porte aussi la question de la nomination du vice-président de la République. Armel en a parlé tantôt. De tout temps, Carnot, la Côte d'Ivoire n'a jamais eu de vice-président. Selon les initiateurs de la loi, celui-ci pourrait assurer la continuité du pouvoir en cas de vacances. Le professeur Ouraga Obrou a soutenu ce dernier sera nommé par le président dès le vote de la Constitution. Et puis, il y a la proposition de faire sauter le verrou de la limitation d'âge des candidats à la présidentielle. Face à cette disposition, de nombreux observateurs pensent que l'actuel chef de l'État ou son aîné Henri Konan Bédié pourrait caresser l'ambition de se présenter en 2020. Caresser l'ambition de se présenter en 2020 pour la prochaine élection présidentielle, le doute est légitime en tout cas, Judith, mais cela ouvre aussi la porte à d'autres potentielles candidatures qui auraient pu être frappées par la limitation d'âge comme celle de Simone Gbagbo ou Laurent Gbagbo si éventuellement ces derniers arrivaient à être élargis de leur emprisonnement. Alors Armel Joé Mbogo, on imagine que les états-majors et partis politiques de la galaxie RHDP sont tous en pleine ébullition. Oui, Carnot, à
Absolument, et c'est déjà le branle-bas, n'est-ce pas, de combat sur le terrain. Naturellement, les partisans du oui sont issus du RHDP. Par exemple, Madame Keita Koura Bakayoko, la députée de la commune de Boisflé, dans le centre-ouest du pays, a invité hier les femmes de sa circonscription à voter oui au référendum constitutionnel prévu fin octobre. Vous devez voter cette nouvelle constitution parce que notre pays a besoin de stabilité et c'est notre nouvelle constitution qui peut nous la donner, a-t-elle souligné. Selon la parlementaire, l'initiative du président de la République consistant à doter le pays d'une nouvelle constitution doit être soutenue par tous les Ivoiriens parce qu'elle permettra, a-t-elle ajouté, de garantir la paix dans le pays. La nouvelle constitution proposée par Alassane Dramane Ouattara aura donc le mérite, selon les tenants de cette constitution, de garantir la paix et la sécurité. Judith Koindo, le timing semble, lui, plutôt serré pour l'adoption de ce projet de constitution et les choses semblent aller à marche forcée, si on peut dire. Oui, Carnot, c'est ce mardi d'ailleurs, 11 octobre, que les 250 députés du Parlement ivoirien voteront ce avant-projet d'une nouvelle loi fondamentale avant de transmettre au gouvernement. C'est vous dire si les choses vont vite. La Commission des affaires générales et institutionnelles a adopté dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 octobre 2016 l'avant-projet d'une nouvelle constitution ivoirienne. Ce texte qui sera présenté à l'ensemble des députés puis en référendum a été validé à l'unanimité par ces honorables membres de la CAGI, voilà. Il n'y a pas eu d'amendement majeur après entendre que, effectivement, durant les séances de travail, certains députés ont manifesté leur désaccord sur plusieurs points. En l'occurrence, l'honorable député PDCI Okodio Kwan-Ambertin qui a fini par claquer voilà, la porte de l'hémicycle encore une fois. Le projet ne fait pas l'unanimité. Or, selon le chef de l'État, ce texte va instaurer un nouveau contrat social qui doit permettre de pérenniser la stabilité et la paix dans le pays. Il veut surtout en finir avec l'ivoirité, stipulée dans l'article 35 de la Constitution actuelle, un article utilisé par les détracteurs d'Alassane Ouattara pour affirmer qu'il ne pouvait pas être président. Le texte proposé stipule que le candidat doit être exclusivement nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine et non plus de père et de mère, évidemment. Cela ne passe pas auprès des soutiens de Laurent Gbagbo et de certains ténors de la classe politique ivoirienne. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Merci d'avoir choisi Canal 7, votre chaîne panafricaine, pour vous informer et surtout, excellent début de semaine à tous.